À Trois filles le matin aujourd'hui, on vous parle de violence conjugale et pourquoi elles décident de rester. Bienvenue à Trois filles le matin. Aujourd'hui, avec nos invités, Madeleine Libouga et Nancy Dupont, ma co-animatrice, on va vous parler de violence conjugale et on se pose la question, pourquoi est-ce que les femmes décident de rester? Wow! C'est déjà un titre assez profond. C'est un sujet qui n'est pas facile nécessairement à entendre et surtout qui est difficile pour des personnes de l'extérieur de comprendre pourquoi est-ce qu'une femme décide de rester. Oui, c'est une très bonne question. Merci sincèrement d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui parce que justement, il y a certaines personnes qui ne l'ont jamais vécu et ne peuvent pas comprendre pourquoi. Et je dirais des femmes, mais je dirais beaucoup d'hommes aussi ne comprennent pas le pourquoi du comment, comme on dit. Donc, merci. C'est un sujet, pour notre dernière émission, c'est un sujet qui est quand même quelque chose. C'est un sujet actuel aussi. Parce que malheureusement, dans les nouvelles, on a trop entendu parler de féminicide, on a trop entendu parler de violence conjugale avec ce que la société a vécu, le fait d'être confiné. Et on se pose la question, Madeleine, est-ce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter puis ils vont se dire, ben ça c'est un sujet qui ne concerne pas les femmes de foi, les femmes chrétiennes. En fait, la violence conjugale, c'est vraiment un phénomène qui concerne toutes les femmes. Toutes les femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes peuvent tomber sur cette problématique-là. Qu'on soit chrétienne ou non chrétienne, ça n'a rien à voir. Mais tout à l'heure, quand tu demandais pourquoi elle ne partent pas, ça m'a fait sourire un peu parce que quand on est dedans, on n'a pas la même vision que les personnes qui sont à l'extérieur parce qu'on vit la chose et le regard de l'autre se dit, mais pourquoi elle reste là? Pourquoi elle ne part pas? Mais pour avoir vécu moi-même dedans, la femme qui est dedans, elle est dans sa bulle, en fait. Elle est dans sa bulle. C'est comme une espèce de prison mentale où elle a des schémas. Des fois, ça peut être aussi simple que juste la honte. Juste la honte. Il y a plusieurs raisons. En tout cas, en ce qui me concerne, il y avait plusieurs raisons. Mais juste la honte d'avouer à tout le monde qu'on a échoué, qu'on a fait un mauvais choix, qu'on s'est attaché à comme on les appelle, un bad boy. Parce que souvent, on a remarqué que la gente féminine est vraiment attirée par... Il y a une attirance par ce prototype. Mais Madeleine, est-ce qu'il n'y a que les bad boys qui justement sont des agresseurs ou sont violents sur le plan conjugal ou pratiquent, comment est-ce qu'on peut exercer de l'abus à l'égard de leur conjoint, de leur compagne? Pas nécessairement, pas nécessairement. Mais quand je dis bad, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas... Peut-être au départ, on s'est rendu compte que la personne avait des défis, mais on s'est dit que ça va aller avec le temps, ça va s'arranger. Et une fois qu'on est dedans, on découvre que ça ne s'arrange pas, au contraire, ça peut devenir pire. Et à ce moment-là, on est conscient que c'est pas une surprise. On n'est pas surpris d'être tombé sur une personne peut-être qui est violente. Ah oui? Mais oui, des fois, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous disait que cette personne-là pouvait être comme ça? Des fois, il y a des signes. Oui. Il y a des signes parce que
quelqu'un qui s'est lâché un jour parce qu'il était débordé et qui a peut-être donné un coup, une gifle, c'est une chose. On ne parle pas de ça. Oui. On parle de la violence, une personne qui a vraiment, qui est violente, c'est une maladie mentale en fait, parce que cette personne qui le fait, après elle regrette. Une fois que c'est fait, elle regrette, mais elle revient toujours sur ça. Puis là, on parle de violence physique, mais c'est la même chose pour la violence verbale. Dans le sens que, j'ai quand même connu des personnes qui n'avaient pas la violence physique, mais en fait, pour ce trait de caractère-là, ce qu'on peut dire que la personne va dire vraiment des choses méchantes, où elle sait où aller chercher là où ça blesse, puis qu'après ça, c'était spontané, puis après ça, va regretter, va s'excuser. Puis on voit la sincérité. Fait que je crois que, autant verbal que physique, le côté sincère lors des excuses est vraiment sincère pour la plupart aussi, je crois. Dites-moi si je me trompe. Bien, déjà, Nancy, ce que j'aimerais dire, c'est que tu ouvres vraiment le pan sur qu'est-ce que c'est que la violence conjugale. Parce que est-ce que la violence conjugale n'est pas... elle n'est pas proprement physique, elle peut être aussi émotionnelle ou affective, elle peut être financière aussi. Ça peut constituer de menaces, de chantage. Tu ne verras pas les enfants si tu ne fais pas ce que je te demande. Violence psychologique, la violence physique. En fait, la violence en tant que telle, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout de la violence psychologique? Tu emmènes justement l'autre à rentrer dans cette bulle. Tu l'isoles dans une bulle, d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Mais en fait, il y a la violence verbale, psychologique et physique. Ouais. Souvent, les trois vont ensemble. Parce que, dans mon cas, ça avait commencé par la violence verbale. Et la violence verbale vient atteindre l'âme. Donc, quand la violence a déjà réussi à te mettre dans une certaine prison, te briser. Et quand la violence psychologique ou physique arrive, elle trouve que le terrain était déjà fait. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'on reste. Parce qu'on t'a déjà brisé, on t'a déjà dévalué. Et tu perds, tu perds ton assurance. Et si ce n'est pas bien fait là-dedans au niveau de l'identité, on s'identifie à cette femme-là, à cette femme qui est dévalorisée. Et voilà. Ça me fait penser à il y a 2 semaines. Oui. Parce qu'il y a 2 semaines, on a parlé de notre identité en tant que femme. Oui. Et puis, quand on arrive à ce stade-là, à rester, alors on peut dire c'est parce qu'on n'a plus d'identité. Parce qu'on se laisse, dans le fond, traiter de la sorte en pensant, des fois, parce qu'on le mérite, mais parce qu'on ne connaît pas notre vraie identité pour permettre ces paroles-là ou ces gestes-là envers nous. Effectivement, puis pour parler de mon cas, de mon vécu à moi, parce que oui, j'ai vécu de la violence conjugale. Je ne savais pas que je vivais de la violence conjugale. Oh non? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Okay. Je ne savais pas que c'était ça les critères de la violence conjugale. On s'entend qu'on en parle beaucoup plus depuis les 2 dernières années, qu'on en parle beaucoup plus depuis... Quand je l'ai vécu, c'était il y a quand même pratiquement 30 ans. Mais quand toi, tu mentionnes, par exemple, parce que là, moi, ça vient me... Moi, je ne l'ai pas vécu, ça, OK? J'ai vécu d'autres sortes d'abus, mais je n'ai pas vécu ça. Puis moi, je me dis, c'est important de dire, si toi, tu dis, je ne savais pas que je vivais ça, est-ce que c'est parce que tu pensais que c'était normal ou c'est juste une chicane, ça l'arrive à d'autres personnes? Est-ce que tu minimisais? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne le saviez pas au début? Tu sais, c'est quelque chose, parce qu'il y a d'autres femmes qui peut-être le vivent puis ils ne le savent même pas. Exactement. Ça dépend toujours du contexte. Si on vit dans un contexte où les femmes sont violentées et que le voisin trouve que c'est normal, c'est sûr qu'on ne se rend pas compte qu'on... J'imagine parce que tu viens... Non, ça fait partie de... Tu en parles avec une autre femme, elle va dire, ben non, moi aussi. Fait que là, tu as l'impression que c'est la normalité. Tout à fait. Dans mon cas, je n'en parlais pas. Puis, il n'y avait pas autour de moi des modèles où il y avait des personnes qui étaient battues. Je ne savais pas parce que je te dirais que
au niveau de la société, il y a des choses qu'on apprend. On apprend, oui, de façon académique, mais on apprend aussi par la culture. Et la culture elle-même, je crois, à cette époque-là, ne nommait pas ça comme de la violence conjugale. Là, vous parlez de culture, c'est-tu parce que c'était pas au Québec? C'était au Québec. Ah oui, c'était définitivement au Québec. Mais je veux dire, il y a 30 ans, là, on n'était pas rendu comme là où on est présentement. Puis même si on parlait de violence conjugale, il n'y avait pas autant de maisons, il n'y avait pas autant de maisons de refuge où les femmes pouvaient aller. Il y avait tout un principe, tout un concept qu'on ne comprenait pas. La violence conjugale, à l'époque, c'était justement des chicanes de couple. D'accord. Donc, les chicanes de couple, c'est normal. Les chicanes de couple, c'est dans tous les couples normaux. Les chicanes, les disputes, appelez ça comme vous voulez. Et moi, je n'étais pas capable de nommer. Je savais que je n'étais pas bien là-dedans. Et surtout, je me disais que c'est la dernière fois. Parce qu'il m'a demandé pardon. Parce que, exactement, il y a sincérité, il y a une larme qui a coulé, peut-être même quand il a demandé pardon, peut-être qu'il m'a offert un cadeau ou bien un restaurant, ça ne se reproduira plus. Puis, écoute, tu as vu dans quel état j'étais, tu as vu que j'étais fatiguée. Tu sais, la prochaine fois, essaie d'être plus douce, essaie d'être plus compréhensive. De ces hommes-là, justement? Bien, la première des choses, je vais parler pour moi, Madeleine, mais je crois que la première des choses, c'est qu'on est dans une relation dans laquelle on a envie d'être. On a envie d'être avec cette personne-là. On aime cette personne-là. Donc, il y a un cadre qui est là. Moi, j'étais mariée. J'étais mariée, j'avais des enfants. Vous aviez eu quand même des bons moments, c'est on est là, on reste aussi à cause des bons moments. On reste parce qu'on se souvient qu'il y a des bons moments qu'on a vécus et qu'on va certainement revivre et qu'on veut revivre. Donc, il y a tout un contexte. Effectivement, l'une des raisons qui fait que les femmes restent, on dirait que le cerveau a une espèce d'amnésie sélective. C'est-à-dire que on choisit d'oublier les moments de crise. Et on garde en mémoire les moments de lune de miel, si on peut les qualifier ainsi. Donc, après la réconciliation, un petit cadeau et puis des câlins. Et c'est vraiment un cycle, hein? Bastonnade ou violence, réconciliation, lune de miel, crise, et on est là-dedans. Mais moi, quand j'entends ça, là, je comprends que c'est la violence conjugale, mais c'est à peu près quand même le même cercle qu'on peut vivre quelqu'un qui est avec un consommateur. Ah oui. Mais c'est aussi, qui est aussi une certaine forme d'abus psychologique. Parce que tu aimes la personne. Quand la personne n'a pas consommé, c'est une des meilleures personnes. Exactement. Puis là, après ça, ben là, la personne consomme, là, tu la vois dans son pire état, la personne pleure, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous fais vivre les pires moments, pardonne-moi, on est prête à tout faire. Puis là, ben, il arrive les bons moments à jeun, où ce que là, c'est comme « wow ». Et puis, ça revient. Fait que c'est pour ça que moi, je vous dis, il arrive un moment donné où ce que peut-être on peut sentir... Quand je dis la pitié, c'est pauvre de lui. On va dire lui parce que, bon, là, on parle entre femmes, mais tu sais, des fois, c'est les femmes aussi là, qui peuvent être dans Mais dans majoritairement, côté, majoritairement, on s'entend malheureusement que c'est sûr et certain. C'est parce qu'ils ont une forme de pouvoir, sont plus grands, sont plus forts tout à fait. Et tout ça. Exactement. Mais moi, c'est juste de dire que le principe de dire « je reste » malgré tout, pensez-vous à ce moment-là que c'est parce que nous, les femmes, parce que ça, je crois que c'est majoritairement les femmes, ce que je vais vous dire là, on a envie de le sauver et... Bien sûr, bien sûr. On pense qu'il va... En tout cas, pour ma part, on va le sauver, on va le changer. Il va changer, les choses vont être différentes. Puis il y a les enfants. Puis peut-être que c'est un bon père, puis qu'il est tellement bien avec ses enfants. On aspire un jour à dire, j'ai resté... Puis regarde, aujourd'hui, tout est fini. C'est ça. C'est ça. On voit une certaine victoire. Puis j'aime ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de honte. La honte, c'est quelque chose qui est tellement dur. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre, de se dire on a échoué, ça n'a pas fonctionné. Moi, dans mon cas, c'est parce qu'on m'avait prévenu que c'était peut-être pas le bon choix, mais je suis quand même allée. Du coup, on veut prouver qu'ils avaient tort. Ou, enfin, peut-être qu'on ne veut pas prouver, mais on ne veut pas.
accepter qu'on s'était trompé, qu'on avait refusé. Parce que je pense qu'une personne qui, tu rencontres quelqu'un, tu ne savais pas que la personne avait peut-être ce trait de caractère et ça arrive. Je pense que c'est plus facile à assumer, à se dire, ah ben je ne savais pas, mais quand tu le savais, tu essaies de vivre avec et voilà. Mais il y a aussi une raison en fait. Quand on t'a dévalorisé, quand tu as entendu des paroles qui te rabaissent, tu te dis, c'est ce que je vaux, c'est ce que je mérite. À force d'entendre, on dit la foi vient de ce qu'on attend. Hein? Tout à fait. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, mais là, ça ne vient pas de la parole de Dieu, c'est une foi négative. Ça vient à force de t'entendre te faire descendre, te faire rabaisser. Tu finis par croire que c'est ce que tu es. Et tu as l'impression que, bon, ben, c'est ce que j'ai, donc... Tu finis par croire que c'est ce que tu es, mais est-ce que tu finis par croire que tu le méritais aussi? Ben, il arrive même que tu penses que c'est de ta faute. Oui, effectivement. Des fois, tu peux te sentir, mais oui, c'est parce que tu n'as pas fait ça comme ça, c'est parce que tu as fait ci. Je t'ai déjà dit, tu sais, tu me connais, tu sais que j'aime pas ça. Exact. Alors, quand tu le fais, c'est que tu viens chercher la... Moi, dans le titre, Muriel, si tu me permets, tu sais, c'est femme chrétienne, puis tu décides de rester. Oui. C'est quand même une différence, dans le sens que, tu sais, oui, c'est un peu le même cheminement, dans le fond, qu'une femme soit chrétienne ou pas. Oui. Mais en tant que femme chrétienne, parce que je crois qu'à ce moment-là, c'est parce que vous étiez chrétienne, avec des gens qui sont autour de vous, est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il y en a qui disent, tu peux pas partir parce que tu es chrétienne? Est-ce qu'il y en a d'autres qui disaient, tu peux partir même si tu es chrétienne parce que c'est une forme d'abus, puis que là, ben, tu sais, ça peut être dangereux pour toi, tes enfants. Fait qu'est-ce que vous entendiez dans ces moments-là? Ben, quand on dit femme chrétienne, c'est large. On peut être chrétien, mais sans connaître vraiment quelle est la volonté de Dieu pour le mariage. Oui. Parce que quand les fondements ne sont pas là, même si on est à l'église tous les dimanches, on n'a pas les fondements. On est chrétien, mais on n'a pas un mariage chrétien, malheureusement. On est dans le bâtiment de l'église, mais on vit quelque chose qui n'est pas institué par Dieu. Et on dit que ça, c'est un mariage chrétien. C'est pas parce que ça a été célébré à l'église que c'est vraiment selon les critères. Ça dépend des fondements. Moi, dans mon cas, il n'y avait pas de fondement. Mes parents n'étaient pas d'accord. J'ai bravé tout le monde. Et puis, je suis allée. Donc, vous aviez choisi un bad boy, mais vous étiez rebelle aussi. Il ne faudrait pas que ma fille entende ça. Donc, du coup, après, on se dit, on n'a pas le droit de divorcer. La Bible dit ceci. Mais tu n'as pas consulté la Bible avant de t'engager. Là, tu dis, la Bible dit de ne pas se séparer. Mais tu es même, est-ce que c'est vraiment un mariage chrétien? Est-ce que... Donc, il y a tout ça, c'est complexe. Et ça dépend aussi de qui t'encadre. Si la personne qui t'encadre en tant que responsable spirituel est peut-être informée ou a étudié la chose, ça peut aider. Mais si c'est quelqu'un qui se dit, OK, mariage, on ne brise pas ça, on ne touche pas ça. On ne fait pas rien que ça. Il y a des fois là, que des gens vont donner des conseils selon technique, mais ils ne l'ont pas vécu. Un coup qu'ils l'ont vécu ou qu'ils vivent dans leur famille, c'est d'autres choses. Puis même des fois, les personnes qui l'ont vécu, parce qu'ils l'ont vécu d'une certaine façon, dans un certain moule, ils veulent imposer leur solution, ils veulent imposer leur façon de faire, qui n'est pas nécessairement la façon dont nous, on doit agir par rapport à ça, ou bien qui n'est pas nécessairement une façon saine. Parce qu'il y a des personnes qui décident, coûte que coûte, on va rester ensemble, mais ils ne sont plus mariés d'une certaine façon à l'intérieur. Là. Ils sont plus, il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus de vie conjugale. Mais on accepte cette violence, on accepte cet abus parce que la bannière de mariage, on veut qu'elle soit intacte. Tu comprends? J'appelle ça la religiosité. Par contre, ce que je veux dire et qui est important pour moi, c'est que ce n'est pas parce qu'on vit de la violence conjugale ou de l'abus conjugal que la première et la seule et unique solution, c'est de sortir. Non. Je pense qu'il y a un accompagnement qui doit être là, qui doit être présent.
justement pour aller vérifier les fondements, les bases, et de décider par la suite quelles sont les bases sur lesquelles on est ensemble. C'est quoi notre engagement mutuel? C'est-à-dire de revoir, de revisiter un certain nombre de choses, mais ça doit se faire dans un accompagnement de personnes. Et de voir à quel point l'autre personne est prête aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire, je suis désolée, mais dans un sens... Il n'y a pas de désir de changement. Bien, il y a un désir de changement, mais l'envie de faire ces choses-là, des fois, est plus fort. Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des paroles où une personne avait dit, je comprends ce que ça te fait, mais j'aime ça. Wow. Fait que, tu sais, c'est comme... Donc, tu sais que le péché ou l'erreur est plus grande que le reste. Fait que, tu sais, mais quand la personne décide, OK, là, je suis vraiment tannée, ça dérange pas juste ma vie, mais celle des autres, et là, je veux faire quelque chose, là, bien là, il y a quand même moyen de travailler, je crois, parce que, bon, comme on dit, c'est comme une maladie, c'est un problème. On en a tous. Ouais. Il faut être capable de s'ouvrir puis d'être capable de le régler. Puis ce travail, justement, peut exposer que l'autre n'a pas l'intention de changer, que l'autre préfère. Et là, il y a encore une décision à prendre. Oui. Et des fois, il y a des femmes qui restent. Il y a des femmes qui supportent. Il y a des femmes qui continuent à supporter ça. Mais est-ce que toi, Madeleine, tu as eu à passer par ce processus-là, à savoir, je reste, je ne reste pas? Moi, je me suis posé la question, est-ce que je reste ou je reste pas? Mais je voulais rester. Je me disais, je ne peux pas vivre sans cet homme-là, je préfère rester. Ouais. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport aux enfants. Des fois, on reste aussi pour une certaine stabilité de la famille. Mais ce qui est sûr, la femme reste parce qu'elle veut protéger les enfants du divorce et tout. Mais exposer aussi un enfant à des scènes de violence, ça peut être plus nuisible que de protéger les enfants, c'est-à-dire d'enlever les enfants de ce milieu-là. Et ça peut être aussi des conditions matérielles. Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, on a peur de ne pas y arriver. De ne pas y arriver, voilà. Oui, il y a l'aspect financier, puis l'aspect moral, l'aspect de... Je vais me retrouver seule à élever des enfants. Toute seule, ce n'était pas mon plan de match, ce n'était pas le plan A pour moi. En ce qui me concerne, j'avais eu la douleur du divorce de mes parents. En fait, en ce qui me concerne, je dirais que moi, depuis que je suis enfant, je savais que j'allais me marier un jour. Je savais que j'allais avoir des enfants. Et quand mes parents ont divorcé dans ce qu'on appelle un divorce calme, paisible, où tout s'est bien passé, pour moi, ça n'existe pas un divorce calme, paisible, où tout se passe bien, parce qu'il y a quand même des effets collatéraux. Et un des effets collatéraux, ça a été moi, d'une certaine façon. Ce que j'ai capté pour moi, c'était une douleur atroce que mes parents se séparent. Parce que pour moi, donc, c'était possible que quelque chose, qu'un rêve, qu'un conte de fées achève de cette façon-là. C'était pas ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Donc, je ne voulais pas reproduire ça pour mes enfants. Je ne voulais pas leur donner ça comme héritage. Et ça a fait que tu essaies justement de couvrir. Il y a un bénéfice, tu comprends? Et quand je dis bénéfice, c'est un bénéfice qui peut être émotionnel, affectif. Dans mon cas, c'était je veux donner à mes enfants un héritage de mariage. Je ne veux pas que ce soit des enfants de divorcés, d'une famille brisée. Vous vous êtes pas dit, justement, Madeleine, comme toi, ce que tu mentionnais, vous vous êtes pas dit à un moment donné, bien écoute, pour montrer à mes enfants un exemple, je dois partir. Parce que je ne veux pas qu'elle reproduise ce que moi, je fais en ce moment. Ouais. Et tu sais quoi, ça se dit... Moi, j'ai eu cette réflexion, Madeleine, je ne sais pas si... Je pense que dans ton témoignage, tu n'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. J'avais deux enfants, j'avais 2 garçons. J'élève 2 garçons au Québec. Femme monoparentale, je trouvais que ça faisait trop cliché. Je ne voulais pas porter ça. Et... l'aspect de se parler, l'aspect de se dire, l'aspect d'avoir un temps pour une introspection, c'est le même disque qui tourne. Je l'aime, il va arrêter. Il y a un disque qui est là. Il y a un disque qui est là, puis même quand tu te dis, OK, aujourd'hui, OK, ça suffit, il ne va pas me parler comme ça, il ne va pas agir de cette façon-là. Même quand tu te ressaisis, ça prend du temps avant que
y ait cette pensée de partir, de véritablement partir, parce que tu dois tout installer dans ta pensée. Je pars, OK, je pars où? Il y a plein de questions. Je pars où? Parce que c'est pas lui qui va partir. Tu comprends? C'est pas lui qui va... Ouais. Je pars où? OK, je pars avec les enfants, je pars comment? Je m'organise comment? Avec quel sou? Avec oui, il y a les finances aussi dedans. Puis, je dis quoi? Je dis quoi? Est-ce que je veux que mes parents s'immiscent dans cette conversation ou commencent à poser des questions ou commencent même à prendre parti? Tu comprends? Tu as même peur des fois que les personnes qui sont là, qui font partie de ton environnement, de ta communauté, vont prendre parti, un peu comme tu parlais justement, par rapport à l'Église. Mais toi, Madeleine, comment tu as décidé... Le déclic. Oui. Le déclic. La goutte d'eau. La goutte d'eau, parce que, tu sais, tu mentionnais, je l'aime, il n'était pas question que je parte, je voulais être là, ça allait changer, la honte. Mais là, aujourd'hui, pour que tu puisses en parler, c'est un déclic. C'est où tu es parti ou il a changé? Moi, il n'y avait pas que la violence, il y avait les infidélités répétitives. Oui. Et puis, une fois, il y avait une infidélité et on avait une dispute dans la voiture. Donc, ça s'est transformé en bagarre. Et pendant que je me débattais, lui, il avait une main au volant et puis une main, j'étais assise là, qui me frappait. Et je me débattais, donc la portière s'est ouverte. Je me suis retrouvée projetée à l'extérieur de la voiture qui roulait. Wow, okay. Donc là, j'étais ensanglantée, il fallait qu'on me transporte à l'hôpital. Oh. Ça a fait un choc. Je me suis dit... Mais un choc à toi ou un choc? Un choc parce que je me suis dit, mais physiquement, je ne veux pas mourir. Je n'aime pas cet homme-là jusqu'à laisser ma vie. Non, c'est sûr. Bon, ça, c'était un accident de voiture. Mais si je pouvais parler à une femme aujourd'hui, je dirais peut-être moi, c'était la voiture, mais un coup à un endroit, on peut laisser sa vie. Moi, j'avais pas... Je l'aimais vraiment. Mais je n'avais pas envie de donner ma vie pour lui, en fait. Je n'avais pas envie de sacrifier ma vie. Oui, parce que tu donnais ta vie pour lui, mais tu n'avais pas envie de mourir. Voilà. Donc, on ne sait pas le jour où le coup arrive à un endroit fatal. Et puis... Donc, c'est à l'hôpital que tu as réalisé? C'est quand c'est arrivé, je me suis dit, j'aurais pu mourir. Et là, il y a eu le déclic. C'est parti, j'ai plus réfléchi, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer. Le déclic était tellement fort et c'est ce courage-là qui me manque en fait. Parce que là, le fait que j'avais risqué ma vie, ça m'a donné un courage qui minimisait tout le reste. Problème financier, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais devenir, ça ne comptait plus, ma vie était plus importante. Mais là, tu es à l'hôpital. Tu réalises ça. Oui. Est-ce que le fait que... Il a peut-être fallu que tu racontes ton histoire, pourquoi tu t'es retrouvée à l'extérieur de la voiture. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont pris tout de suite en charge, puis peut-être ça t'a aidé ou tu étais vraiment seule? Non, j'ai deux amis, vraiment... En fait, c'est ça qui m'a fait vraiment chercher le Seigneur. Parce que j'ai deux amies qui étaient chrétiennes et qui priaient pour moi. Moi, c'était les débuts, donc je n'étais pas trop sage. Bon, j'entendais, mais... je n'étais pas vraiment affermie. Donc, ces amis-là m'ont accompagnée. Je me rappelle même l'une de mes amies, Ariette, elle m'a donné sa voiture parce qu'elle se dit, le monsieur, bon, c'était fini, la relation était brisée, elle dit, je ne veux pas que tu commences à marcher à pied, tiens, prends mon auto. Elle voulait juste tout faire pour que je sois à l'aise, vraiment. Wow. Oui. Et il y avait une autre, quand elle avait du temps libre, elle venait me chercher, on sortait, elles m'ont encadrée. Parce que pendant que j'étais dans cette relation, on se demandait, mais pourquoi elle ne part pas? Et quand le déclic s'est produit, elles sont venues me tenir comme les quatre qui ont soutenu. De là, l'importance d'être bien entourée. Elles sont venues, elles m'ont saisi au bon moment, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'hésitation. Je n'ai pas eu envie de revenir. J'avais des gens qui étaient là pour moi. Les deux femmes étaient là pour moi. Est-ce que tu te considères quand même bénie dans tout ça? Je vais dire, pas chanceuse, mais je vais dire bénie parce que tu me parles que tu avais deux amies, mais souvent des femmes qui ont vécu ce genre de situation, elles sont isolées. Elles ont laissé les amis, ils n'ont plus d'amis parce que les amis, à un moment donné, vont dire
ben écoute, tu veux pas partir, moi, j'accepte pas, je peux plus te regarder comme ça. Et elles partent. Puis là, je me dis, des fois, c'est difficile quand tu n'as plus personne autour de toi. Mais moi, en fait, j'ai pas seulement eu mes amis, mes cousins, parce que pendant que je vivais ça, je cachais, je ne voulais pas que ma famille sache ce que je vis. J'avais coupé les ponts avec ma famille, avec des amis, j'en avais honte. Mais une fois que j'ai pu parler, je me rappelle, mes cousins sont venus à la maison. Ils ont dit, si tu la touches encore, on va te régler ton compte. Il ne m'a plus jamais touchée parce que quand la relation est finie, je n'ai pas déménagé tout de suite. Il fallait s'organiser. J'étais encore là physiquement, en transition, mais il ne pouvait plus parce que mes cousins étaient intervenus, mes amis étaient là et puis j'ai vraiment été encadrée. C'est pour ça que j'en parle aussi. Je n'hésite pas à faire un témoignage à ce sujet. Je n'en ai pas honte parce que je suis consciente que si les gens ne m'avaient pas tendu la main, peut-être je ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc moi, je fais ce que je peux pour dire aux femmes, écoutez, aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je croque dans la vie, c'est incroyable comment... Est-ce que cette situation-là, parce que tu disais, bon, tu sais, le titre, c'est « Bon, une femme chrétienne, pourquoi elle ne part pas? » Parce que, bon, tu avais une connaissance de Jésus sans avoir la relation avec. Est-ce que tu crois que le fait que l'accident, tu as demeuré vivante, puis que tu deviens plus épanouie, est-ce que c'est là que tu as pu... Parce que je pense que peut-être cet homme-là était une idole pour toi, là, dans le sens, c'était « wow, je l'aime malgré tout ce qu'il te fait subir ». Est-ce que par la suite, comme il y avait de la place, tu as pu faire la place à Jésus, puis à dire, bien maintenant, c'est lui que je vais aimer le plus? En fait, le processus ne s'est pas fait exactement comme ça. Je suis sortie de la relation, j'étais entourée de chrétiennes et j'ai commencé à beaucoup plus chercher Dieu. Mais j'ai connu mon identité par la suite. Ce qui fait que peut-être cet homme-là, je suis partie de là à cause de la violence, mais le fait que j'ai connu mon identité par la suite, ça a fait que je ne pouvais plus me retrouver dans ce genre de relation une prochaine fois. Parce que j'aurais pu sortir de là et puis me retrouver encore avec un violent. Ah, oui. Mais c'est la connaissance de Jésus, de mon identité, qui a fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus me retrouver dans ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est pas Jésus, la connaissance de mon identité qui m'a fait sortir, mais c'est ça qui m'a gardée après que je sois sortie. Parce que sortir, c'est une chose. Mais ne pas retourner dans le même scénario. Exactement, un autre nom, mais la même mise en scène. C'est ça, parce qu'on parle de la loi de l'attraction. Tu attires toujours vers toi ce qui est dans tes... Tout à fait. Donc ça, vraiment, la connaissance de Dieu m'a affranchie. Amen. Ce que j'aime dans ton témoignage, parce que je te connais, Madeleine, puisque j'aimerais le dire aussi, par rapport à notre compréhension de ce phénomène. C'est un phénomène qui est terrible. C'est qu'on a souvent comme mythe, comme pensée, que c'est des femmes qui vivent dans la pauvreté, c'est des femmes qui sont de classe sociale plutôt basse ou pauvre. Ce ne sont pas des femmes éduquées qui peuvent vivre ce genre de situation. Et toi, tu es une femme éduquée. Et quand tu vivais, je pense que tu parles dans ton livre, parce que tu as écrit un livre, on va le mentionner, que tu as vécu pendant 7 ans dans cette relation. Oui. Tu t'es mariée rapidement avec cette personne-là. Tu as vécu 7 ans dans cette relation, mais tu étais une femme éduquée. Tu avais une éducation, tu avais... j'avais un bon travail. Tu avais un bon travail. Je pouvais être autonome financièrement. Exactement. Donc, ça n'arrive pas à des femmes qui, nécessairement, qui ont juste un primaire. Ça arrive à des femmes qui ont un bagage académique aussi. Donc, ça touche vraiment toutes les couches de la société. Pour terminer, mesdames, je sais, c'est déjà la fin. En fait, j'aurais 2 petites choses. Premièrement, j'aimerais, Madeleine, si c'est possible pour toi, de dire s'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Hein? Et puis, quels conseils leur donneriez-vous pour être capable de sortir ou d'aller, quel type d'aide aller chercher? Et justement, Muriel parlait d'un livre, donc je vais le montrer ici à la caméra. Donc, c'est le livre que Madeleine a écrit. Donc, peut-être nous dire quelles sont les ressources et comment faire pour aider une femme en quelques minutes et peut-être nous dire un petit peu, votre livre consiste à quoi avant de terminer?
En fait, il y a vraiment beaucoup d'organismes qui aident les femmes violentées. Et la première chose, il faut en parler. Il faut briser le silence. Parce que c'est le silence qui fait qu'on ne peut pas aider. Il faut briser le silence. Et on est tellement sensible à cette problématique avec les féminicides qui est un peu partout, que quand on souffre, on peut aller, il y a les églises, les CLSC, là où on se sent bien. Là où on sent, oui, il y a des lignes d'appel. Dans mon livre, j'ai mis quelques références, mais je pense qu'il faut en parler. C'est la femme qui doit parler. Il y a des hommes qui vont emprisonner la femme où elle n'a même pas d'amis, où elle n'a pas, peut-être pas le droit de s'exprimer. Mais il faut briser ce silence-là. Quand on brise le silence, on va trouver toujours les mains tendues, que ce soit à l'église avec nos responsables ou encore dans les services sociaux. Hein. Partout, je pense qu'on a des ressources un peu partout. On a des ressources. De ne pas avoir honte d'aller les chercher. Non, pas du tout ne pas avoir honte. C'est le bourreau qui devrait avoir honte. C'est fou, hein? C'est lui qui devrait avoir honte, c'est pas nous. Mais c'est parce que quand on finit par avoir honte, c'est parce qu'en plus d'avoir cette problématique, c'est que c'est une personne qui sait très bien nous manipuler nos émotions. Tout à fait. Ce sont des relations de domination et de manipulation. Et Madeleine, si tu peux nous parler un petit peu de ton livre en terminant. Ah, mon livre, je suis tellement contente d'avoir... En fait, c'est une autobiographie. D'accord. Ce livre parle de ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Parce que j'ai pas eu de père. Mon père est mort avant ma naissance. Donc, toute ma vie, je cherchais mon père dans les relations amoureuses. Ce qui fait que ça a créé la dépendance affective. Je n'en étais pas consciente du tout. Je ne savais même pas que c'est mon père que je cherchais. Mais dans toutes ces relations-là, je me disais, c'est mon père. D'où le titre « Mon père, mon mari ». Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as retrouvé ton père? Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon père parce que moi, j'ai eu 2 mariages, mais c'était vraiment pas des mariages selon Dieu. Et après ça, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé en Jésus le mari et le père. Fait que ce que je recherchais, c'est un bonus. Je l'ai trouvé. Aujourd'hui, quand on trouve vraiment le Seigneur et on connaît son identité, tout ce qu'on cherchait auprès d'un mari, on le trouve auprès de Dieu. Et là, quand on vient dans une relation maritale, maintenant on vient donner parce qu'on est rempli, on est comblé. On a moins d'attente. On a moins d'attente, on est comblé, on est rempli. On a envie de donner. On a vraiment envie de partager. On ne cherche plus parce que c'est là. L'amour est... Jésus a déposé l'amour dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis. Il a déposé une provision d'amour tellement abondante qu'on veut partager. Mais tant que Jésus n'est pas là, on est assoiffé et on va combler ça par toutes sortes de choses. Ça peut être la recherche des relations maritales ou toutes sortes de relations. Ou encore d'autres choses aussi avec lesquelles on peut combler un manque. Donc, je parle de tout ça dans le livre. Bien, merci, Madeleine. Écoute, Muriel, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Madeleine, ce qui m'a touchée, c'est la tragédie. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la tragédie. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai envie de leur dire de ne pas attendre ce moment tragique, bien que des fois, malheureusement, c'est ce qui fait qu'on va être poussé à sortir d'une situation. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez que vous l'êtes. On vous a dit que vous étiez seul. On vous a isolé. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous vivez une situation comme ça, Madeleine a parlé justement des ressources. Il faut en parler. Il faut ouvrir la bouche. Il faut tendre la main pour recevoir une main tendue. Oui. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci à la maison. C'est notre dernière émission de la saison 2. Alors, on vous laisse un été rempli de joie, rempli d'amour, rempli de paix. Je vous souhaite la rencontre de Jésus dans ces moments-là. Et puis, qui sait, on se revoit en septembre.